Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. L'ancienne députée et première dame du Bénin, Rosine Vieira Soglo, décédée ce dimanche, a été femme politique très engagée. Dans ce journal, nous reviendrons sur son parcours. Démarrage ce dimanche du tournoi Land of Hope, une compétition de football lancée sur le terrain du CEG Zoka 2 dans la commune d'Abomey-Calavi. On en parle dans cette édition. Et puis au Nigeria, 28 lycéens parmi les 121 kidnappés au début du mois ont été libérés ce dimanche par le ravisseur. Bienvenue à toutes et à tous. L'ancienne première dame Rosine Vieira Soglo est décédée ce dimanche 25 juillet 2021. Combattante et femme politique engagée, elle a su s'imposer sur la scène politique, un milieu fortement dominé par les hommes. Retour sur son parcours avec Laurent Roland Todinkis. Mon mari, président de la République, c'est sous son quinquennat qu'on a voulu le tuer plusieurs fois. C'est sous son quinquennat que vous, les femmes, vous êtes liguées contre moi. Et vous m'avez matraqué. Et si je ne suis pas morte, c'est parce que Dieu ne l'a pas voulu. Mes sœurs qui viennent de parler ont parlé d'or. La solidarité féminine, on en reparlera. Incomprise, elle était. Femme audacieuse en politique, elle est restée malgré les attaques et assauts des hommes politiques qu'elle a subis pendant 3 décennies. Rosine Vieira Soglo, modèle de la femme engagée, a travaillé pour l'émancipation de la femme au Bénin. Née en 1937 et avocate de profession, elle avait une présence constante dans la vie de son époux, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Fondatrice du parti La Renaissance du Bénin en 1992, elle a ardemment travaillé pour mettre fin à la féodalité des hommes dans certaines régions du Bénin. Alors, c'était un peu difficile en épousant un fond, car chez les fonds, il y a 2 sortes de femmes. Les princesses de sang et les amazones, c'est-à-dire la chair à canon. Et les autres femmes, tu te tais et tu te couches et tu ne dis rien. C'est ça. C'est la stricte vérité. Et vous le savez très bien. Je ne raconte rien et je n'invente rien, hélas. Car j'aurais voulu que ça change. Mais ça va changer. Peut-être pas de nos jours, je ne le verrai peut-être pas. Mais mes petits-enfants, mes petites filles et mes arrière-petites filles le verront. Dans un franc-parler, elle ne se faisait pas prier pour mettre sur la place publique les coulisses de la politique béninoise. Reconnaissante envers tous pour le soutien, elle ne manquait pas de l'exprimer chaque fois que l'occasion se présentait. Je suis très heureuse de revenir au pays. Et je suis surtout très heureuse de savoir votre fidélité, vos prières pour que je sois parmi vous aujourd'hui. Que Dieu vous garde. Et que la Vierge Marie, dont c'est la fête aujourd'hui, nous vienne tous en aide à tout ce pays et à vous tous, mes enfants. Merci infiniment. Merci beaucoup. On fêtera ça autrement. On fêtera ça autrement. C'est moi qui vous le dis. Que Dieu nous prête vie et nous fêterons. D'accord? Alors, bye bye. Très humble, elle n'avait pas hésité à présenter à l'honorable Rachid Gbadamassi ses excuses après des insultes au cours d'une session plénière très houleuse. Je veux des excuses au député Gbadamassi. Il est vrai qu'il a cherché, parce que le pauvre, il a tendance à se mettre dans des situations impossibles et insupportables. Mais ce n'est pas une raison pour que je l'insulte. Et je lui fais mes excuses les plus plates. Je l'ai déjà vu dimanche dernier quand mon époux est parti. Il était à l'aéroport, et je lui ai dit que je lui fais mes excuses. Il m'a dit, maman, je dis non. Et je le ferai publiquement. Je le fais publiquement. Député Gbadamassi, excusez-moi de vous avoir insulté. Président de l'association Vidolé, en soutien aux femmes démunies et à l'enfance malheureuse, Rosine Soglo a montré le chemin pour une présence constante des premières dames sur le terrain du social. Elle a été députée de 1999 à 2019, où elle avait décidé de ne plus revenir pour raison de santé.
paix à l'âme de l'illustre disparu. Sur le campus d'Abomey-Calavi, le comité en charge des deuxièmes élections des organisations estudiantines les plus représentatives de l'université a procédé au lancement de la campagne électorale de 2021. C'est à travers une conférence de presse donnée ce dimanche sur le campus d'Abomey-Calavi par le comité avec à sa tête le professeur Odile Dossou-Guédégbé. Suivez le point avec Aristide Setti. La Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, l'Union nationale des étudiants du Bénin, UNEB, et l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB, sont désormais autorisés à aller vulgariser leur projet de société auprès des 111 176 étudiants composant le corps électoral de l'Université d'Abomey-Calavi. Ces étudiants sont attendus dans 157 bureaux de vote le 30 juillet prochain pour désigner les organisations fêtières les plus représentatives. C'est le professeur Odile Dossou-Guédégbé, présidente du comité d'organisation de la dite élection, qui a procédé ce dimanche 25 juillet au lancement officiel de la campagne électorale. Lancement de la campagne électorale qui prend effet à partir de ce jour, dimanche 25 juillet 2021, à 00h et prendra fin le mercredi 28 juillet à 23h59. Je répète, mercredi 28 juillet à 23h59, soit 4 jours francs de campagne électorale sur tous les campus de l'UAC. Pour les responsables étudiants, leur temps attendu est arrivé. Le grand jeu est enfin lancé. Donc, chacun doit désormais affûter ses armes pour faire face à la réalité. Parce que c'est ce que nous attendons. Et si officiellement cela n'est pas lancé, tout ce qu'on faisait depuis quelques jours, vous savez que ce ne sont que des actions de pré-campagne. Nous sommes très heureux quand même de débuter quand même ces campagnes parce que nous attendons impatiemment ces moments pour quand même s'officialiser ou être quand même au contact des étudiants. Nous avons participé à cette cérémonie officielle et les recommandations ont été données, des doléances ont été faites en notre égard. Et nous allons tenir compte de tout cela pour réellement battre campagne. La force de la FNEB, ce n'est pas aujourd'hui quand on va lancer les élections que nous allons démontrer. Nous avons déjà effectué beaucoup d'actions pour l'étudiant. Les responsables étudiants ont reçu le bulletin unique des mains de la présidente du comité d'organisation. Au cours de la campagne électorale, le comité a strictement interdit tout affichage sur les panneaux de signalisation et a insisté sur le respect mutuel pour le bon déroulement des opérations de vote à l'université d'Abomey-Calavi. Registre environnement à présent, l'érosion côtière à Cotonou est source de nombreux dégâts. Au Katijac, plusieurs habitations sont détruites par les vagues de la mer. Suivez ce reportage de Clémence Tonoucoin. Des bâtiments en état de délabrement avancé situés en bordure de l'océan Atlantique au quartier Jacques de Cotonou, tel est le résultat du débordement de la mer. Les vagues de la mer en furie ravagent depuis des années de façon cyclique tout sur leur passage. Des riverains nous en parlent. On n'a pas de dégâts humains, non, mais au niveau des matériels là, n'en parlons même plus, parce que vous-même vous allez constater la manière dont ça a fragilisé les bâtiments, surtout, parce que les bâtiments sont solides actuellement. Mais je vois qu'au fil du temps, tout ça, là, ça va céder. Parce que vous allez constater, même dans l'eau de mer, il y a du sel dedans. Le sel, là, ça agit sur les bétons, les fers, tout ça, là. Donc, au fil du temps, vous allez voir que la maison même là, va céder. On ne pourra plus rester. Sinon, ça a emporté plusieurs bâtiments ici. Plusieurs, on ne peut même pas compter. Bon, ça gênait beaucoup avant. Même après-midi, avec les vagues qui fait là, ça ramasse les chaises ici. Avec beaucoup de bruit, on est un peu gêné quand même. Bon, par exemple, l'année passée, en pleine midi comme ça, la mer s'est coupée en deux, quoi. Ça a fait une vague ici et une vague de l'autre côté. Et de ce côté-là, on ne faisait pas du bruit. Donc, et ça a duré au moins 1 heure, 2 heures de temps avant de se calmer. Si la mer commence pas à se faire des bruits, ça vient ici. Ça vient ici quand même, mais
C'est pas toujours ni tout le temps que ça fait chose. Au fait, ça vient ici pour nous déranger. Pour soulager la peine des populations, des épis ont été posés à certains endroits. En raison du caractère cyclique du phénomène, les riverains appellent à une pérennisation des actions. Mais depuis, qu'on a fait les roches dedans, là, ça a cessé. Ça ne fait plus du bruit comme avant. La mer, ça s'est retiré un peu, mais nous voulons qu'à chaque période, qu'ils puissent renforcer le système qu'ils ont mis en place au bord de la mer pour que, au fil du temps, nous ne puissions pas avoir ces genres de dégradation côtière. Ces milliers de tonnes de pierres de différentes tailles ne semblent pas défendre totalement la côte contre l'assaut des vagues de la mer. Dans un communiqué conjoint du ministre du Cadre de vie et du Développement durable et son homologue de la décentralisation, les habitants du quartier Fieillon 1 de Cotonou doivent libérer les lieux à partir du 1er septembre prochain. Mais comment ces derniers ont-ils accueilli cette information? Suivez éléments de réponse dans ce reportage de Samson Oké et Damé Pedro. La zone balnéaire de la route des pêches, la portion du domaine public maritime de Fieillon 1, justant l'aéroport international de Cotonou, doit être libérée à compter du 1er septembre 2021. Ainsi en ont décidé les ministres du cadre de vie et du développement durable et de la décentralisation et de la gouvernance locale à travers un communiqué en date du 12 juillet 2021. Le chef quartier de la zone concernée regrette de n'avoir pas été officiellement saisi. C'est depuis lundi que j'ai reçu l'information sur les réseaux sociaux. À l'heure où je vous parle en tant que chef quartier, je n'ai reçu aucun document officiel venant de mon hiérarchie qui est l'adjoint au maire. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je suis frustré, fatigué par ce fameux communiqué qui est sorti, signé par le ministre du cadre de vie et le ministre de la décentralisation. Ce sentiment de frustration anime autant les occupants de cette localité. Et pourtant, des autorités les avaient rassurés que ce domaine n'est pas concerné par l'opération de déguerpissement parce qu'étant à une phase de lotissement très avancée. Le directeur général de la NDF, M. Kouglène Victorin, est venu sur des chaînes de télévision où il a expliqué pour dire que la route des pêches, quand tu fais face, tu fais dos à Erivade et tu fais face à Togben, que les gens qui sont du côté gauche de la plage, il n'y aura aucune construction du côté de la plage entre l'infrastructure de la route des pêches et la mer. Mais tous ceux qui sont du côté droit, que eux autres, ils n'ont pas à s'inquiéter à partir de maintenant et ils sont en mesure de demander même des titres fonciers. Et ceux qui avaient demandé que c'était bloqué, maintenant c'est déjà dégelé. Et que tous ceux qui veulent demander peuvent venir déposer pour obtenir des titres fonciers. Donc le côté droit n'a pas de problème. Le lotissement d'ici est à 95%. Donc il ne reste que 5% pour terminer. Face à une telle situation, le chef quartier entend entamer des démarches vers les autorités étatiques pour implorer la clémence du chef de l'État. Nous allons saisir le président de la République, parce que c'est lui le père de la nation, saisir le président de l'Assemblée, saisir le médiateur de la République, le ministre cadre de vie qui est signataire même de ce document. Et dès qu'on aura le retour d'eux, nous allons nous rapprocher d'eux. Et ensemble, nous allons trouver solution à ce problème. En attendant l'aboutissement de ces négociations, les habitants de Fieillon 1 sont contraints de prendre des dispositions afin de ne pas se laisser surprendre par la phase de répression. Du sport à présent, lancement officiel du tournoi Petit Poteau Interquartier Land of Hope ce dimanche au terrain du CEG2 Zoka dans la commune d'Abomey-Calavi, organisé bien par l'agence événementielle J'aime Business sur la coupole de Julien Piakpaki, secrétaire général de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le match d'ouverture a opposé Rocher FC à Speed FC au thème, dès 110 minutes, c'est un score nul
de 1 but partout qui a sanctionné la partie. Rappelons que 9 équipes sont engagées dans ce tournoi qui a sa première édition. Prochaine rencontre le 31 juillet prochain. Suivons ici Judith Akbaki, directrice générale de GEM Business au thème du match d'ouverture. GEM Business est une agence événementielle qui est d'une part spécialisée dans les événements pour particuliers, petites, moyennes et grandes entreprises, mais également spécialisée dans les événements grand public. Donc quand on parle de grand public, nous avons les activités sportives, dont le football. Alors ça a été une évidence, on n'a pas réfléchi 2 fois, donc c'était une évidence. Encore des réglages, mais vous avez vu avec nous, le jeu, ça s'est bien passé. Il y a eu l'esprit d'équipe, de la performance, le respect mutuel des équipes. Bravo. Alors l'objectif d'une telle organisation est non seulement de promouvoir les valeurs sportives dont dispose la commune d'Abomey-Calavi, mais également offrir une rencontre, des échanges, un divertissement à la population d'Abomey-Calavi. L'actualité hors du continent du Bénin à présent, début de soulagement au Nigeria, 28 lycéens parmi les 121 kidnappés au début du mois ont été libérés ce dimanche par les ravisseurs. Le 5 juillet dernier, les adolescents ont été enlevés en pleine nuit dans un lycée du nord-ouest du pays. 87 lycéens restent encore entre les mains de ces ravisseurs. Eh bien, ils appelés bandits par la population depuis le début du mois de décembre. Les enlèvements sont devenus monnaie courante au Nigeria. Comme mon fils qui est revenu, tous les enfants vont revenir. Je ne sais pas comment, mais j'étais très heureuse. Je n'ai pas perdu espoir, je ne perds jamais espoir. Ce qui s'est passé aujourd'hui est pratiquement une intervention de Dieu parce que nous n'avons pas le pouvoir de changer le cœur des gens qui ont pris ces enfants. Les ravisseurs nous ont seulement dit « Allez à cet endroit et trouvez-les ». Nous y sommes allés et les avons trouvés. D'autres fois, ils nous disaient des choses comme ça, mais nous ne les trouvions jamais. Mais cette fois-ci, nous les avons trouvés. Nous espérons que lorsqu'ils nous rappelleront, nous continuerons à les retrouver. Coup de théâtre en Tunisie, le président tunisien dément le premier ministre de ses fonctions, une décision prise à la suite d'une série de manifestations. Tout le pays désespéré par les luttes de pouvoir et de mauvaise gestion de la crise sanitaire. Reportage. Une soirée d'euphorie sur l'ensemble du pays. Les Tunisiens n'ont pas hésité à braver le couvre-feu pour descendre dans la rue et saluer la décision du président de la République, Kais Saied, le président qui a convoqué hier soir au palais de Carthage de hauts dirigeants de l'État ainsi que des militaires pour faire face à la situation critique et politique que traverse le pays. Une réunion qui fait suite à la journée nationale de manifestation en ce jour de fête nationale. C'était hier dimanche. Des mouvements de protestation dans tout le pays, certains affrontements avec les forces de l'ordre et durant ces manifestations, le parti islamiste au pouvoir Ennahda a été pointé du doigt. Les manifestants l'ont rendu responsable de tous les maux et de la crise sociale, économique et politique que traverse actuellement le pays. Le président de la République, à la surprise générale, a activé l'article 80 de la Constitution qui lui permet de geler l'Assemblée nationale en cas de péril et de dysfonctionnement institutionnel. Le président de la République a levé l'immunité de tous les parlementaires et a limogé le Premier ministre Mechichi. Le parti islamiste au pouvoir Ennahda évoque un coup d'État constitutionnel et demande au président de revenir sur sa décision. Hier soir, beaucoup de Tunisiens étaient dans la rue. L'armée a été dépêchée dans les rues, notamment pour protéger certains sites comme la télévision nationale ou encore le Parlement. Le président a pris la tête du pouvoir exécutif. Il a annoncé qu'il nommerait un Premier ministre très prochainement. Au début de sa réunion, il a parlé d'une situation grave. Il a même dit « ça suffit », que l'on devait prendre des décisions à la hauteur de la situation dans laquelle se trouvait le pays pour sauver le pays. De nouvelles décisions sont attendues dans le courant de la journée, dans le courant de la semaine, suite à cette annonce surprise du président de la République. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.